le tremplin de l'actualité sur Radio Parakou. Nasouba, le package matinal. Nasouba, bonjour. Mardi 7 avril 2020, vous êtes bien installé sur la fréquence de la régionale de l'ORTB. Nasouba vous propose ce matin l'horoscope, une réalisation de Claudia Adandé. Opinion, aujourd'hui le coronavirus, vous nous direz ce qui se fait concrètement dans les zones rurales de votre localité pour prévenir la pandémie. Le bulletin d'information à 7h avec Colomba Madji aux commandes. La revue des titres des journaux, l'éphéméride des faits importants du 7 avril, le grand format société sur les déviances comportementales dans les établissements scolaires. Enfin, ça se discute. Le débat fermera sur rendez-vous de la matinale Nasouba. Didier Ayena à la mise en onde, coordination Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Installez-vous confortablement sur la fréquence du bonheur matinal de Radio Parakou, 6h32. Je vous invite d'abord à écouter les recommandations des astres aujourd'hui avec Claudia Adandé. Inconditionnel de l'horoscope, bonjour. Bélier, bonjour. Vous réussissez à rire de vous-même et de la vie, tout en le partageant avec votre moitié. C'est le secret de votre talent à être heureux et passionné. Le monde gagnerait à être comme vous. Bravo. C'est en discutant calmement sous un angle purement technique, taureau, que vous parviendrez à la résolution d'un problème. Il faut vous conformer aux lois, règlements et directives pour mettre les chances de votre côté. Gémeaux, bonjour. Bonne journée aujourd'hui. Vous donnerez volontiers le meilleur de vous-même pour collaborer de plus près avec vos proches et entretenir des échanges harmonieux par téléphone. La journée s'annonce donc positive et épanouissante. Alors, gardez le sourire. Cancer, bonjour. L'ambiance est aimable, mais un certain vernis social enveloppe les relations. Ne dites du mal de personne et n'entretenez aucune polémique. C'est la diplomatie et l'adaptabilité qui donneront les meilleurs résultats. Vive la bonne humeur, Lion. L'harmonie et les échanges sereins, ces très bons aspects boostent votre confiance en vous, adoucissent vos échanges avec les autres et vous permettent de vous sentir totalement épanoui. Que du bonheur! Vierge, certains de vos proches deviennent envahissants. Ne réagissez pas brusquement, mais profitez-en pour poser clairement vos limites dans le respect et l'estime de chacun. Tant que vos propos sont courtois, il n'y a pas de souci. Balance, vos pensées gagnent en clarté, votre attitude s'assouplit et cette vision, ce comportement vous conduit vers un événement heureux qui fait chanter les battements de votre cœur en une symphonie romantique. Scorpion, cessez de regarder les autres de si haut ou de si loin. Leurs ressentis valent bien les vôtres et vous avez vraiment intérêt à vous adapter, sinon vous vous rendrez impopulaire en un rien de temps et plus particulièrement au travail. Diplomatie, tolérance et patience doivent être vos armes préférées. Si vous êtes du signe Sagittaire, amis auditeurs de Nasouba, vous êtes bien déterminé à prendre le taureau par la corne, à aller de l'avant et à faire bouger les choses. Osez avec audace et vous serez étonné des résultats. Votre affirmation est redoutablement efficace aujourd'hui, alors foncez.
Capricorne, nous sommes à vous. Ne vous laissez pas embobiner par les flatteurs qui vivent aux dépens de ceux qui les écoutent, mais ne devenez pas non plus suspicieux et rabat-joie. Votre vie professionnelle peut être source de grande satisfaction si vous arrondissez les ongles. Mettez de l'eau dans votre vin et modérez vos exigences. Si vous êtes un peu tendu, Verseau, dès le matin, faites l'effort de vous isoler quelques minutes. Vous reviendrez totalement opérationnel pendant la journée pour travailler. Finissons avec nos amis du signe Poisson. Poisson, cette journée est idéale pour terminer des affaires légales, des dossiers qui datent des contentieux, des alliances amicales deviennent possibles. Eh bien, c'est tout pour les conseils des astres. Amis auditeurs, merci d'avoir été là. À demain. En attendant, n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Merci à vous, Claudia. Nous l'avons bien fait. Nous avons lavé nos mains à l'eau et au savon avant, bien sûr, de rentrer en studio pour lancer cette émission Nasuba. Je vous retrouve demain pour la même rubrique. 6h37. Opinion de Nasuba s'installe et c'est vous qui participez à son animation. Le nombre de personnes contaminées par le Covid-19 ne cesse d'augmenter au Bénin malgré les cas de guérison déjà enregistrés. Amis auditeurs, que faites-vous dans vos localités, surtout rurales, pour limiter la propagation de cette maladie? C'est le sujet à l'ordre du jour de la rubrique Opinion du mardi. Composez le 96 21 50 40 pour être en direct sur la matinale de l'ORTB Parakou. Opinion. Opinion, le débat citoyen sur Radio Parakou. Opinion. Le débat citoyen sur Radio Parakou. – 6h39 et nous parlons bien sûr du coronavirus. Vous nous direz ce qui se fait concrètement dans votre localité, surtout en zone rurale, pour prévenir la pandémie. Vos interventions sur les numéros 96 21 50 40 96 21 50 40. Dites-nous ce qui se fait concrètement dans votre localité, surtout en zone rurale, pour prévenir la pandémie du coronavirus. Auditeur de Radio Parakou, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Bonjour, Parakou Radio. Bonjour. Aziz Togoubia, depuis Kandi. Aziz, nous vous écoutons. La radio, vous voyez, le temps là, ça ne marche pas ici. Hein. Ah, donc vous n'avez pas suivi la bande-annonce? Je n'ai suivi la radio, mais je n'ai pas suivi la radio. D'accord, je vais vous le rappeler puisque vous êtes un auditeur fidèle.
D'accord. Oui, on parle du coronavirus. Dites-nous ce qui se fait concrètement dans votre localité, et surtout en zone rurale, pour prévenir cette pandémie. Bon, monsieur, vous voyez, depuis un mois, c'est de ça que nous parlons. Oui. Dans les zones rurales, effectivement, d'autres pays dans notre frontière, d'autres voient des images au niveau de nos réseaux sociaux, et aussi qui n'ont pas cette chance d'avoir ces réseaux sociaux, ni la radio, mais de bouche à oreille, par certains élus locaux, ils arrivent à les informer. Mais les dispositions que l'État nous a de prendre, effectivement, d'autres sont en train d'apprendre et d'autres sont en train de suivre cette disposition. Parce que hier, alors que je parlais sur les amis, j'étais par la cour, j'étais sur la voie, on me disait que tu vois, dans les véhicules, ça a été respecté. Mais là, le problème que je pose aussi, mais ici, je ne sais pas si nous pouvons, si l'État pouvait nous aider concernant des masques, parce que beaucoup de nos paysans n'ont pas ces masques. Et puis, j'ai une proposition aussi à faire au gouvernement, M. Waïd. On a 2 usines de grenades de coton ici. Si au moins, il peut faire au moins quelques balles, pour nous dire qu'au moins, si la côté de travailleurs, on peut le faire ici, sur les champs, et puis aider à nos parents pour se protéger. Mais dans le cas contraire, c'est difficile pour nous, parce que même les cache-nez, quand on nous dit d'en avoir, moi j'ai déjà dit. Aziz, qu'en est-il du respect et des mesures? Est-ce que vous avez constaté des boutiques qui ont mis le dispositif de lavage des mains au niveau du Gandhi? Si c'est le respect, et les boutiques, il y a certaines institutions qui ont respecté ça. Mais par contre, dans les villages, d'autres qui n'ont pas les moyens de faire ce que l'on dit, même si l'eau est sale, l'eau est savon, il y en a que d'autres papas, moi j'ai parcouru au moins certaines localités. Mais dans le centre aussi, il y a certains qui sont même de faire. Parce que le malheur de quelqu'un fait le bonheur d'autres. Les hommes plombiers, eux soudainement, certains fabriqués, faire des choses de lavage de l'eau, ça je peux dire faire. Ça aussi, ça prend du bien. Là, maintenant, il faudrait l'appui de nos autorités, l'appui de nos politiques pour pouvoir accompagner la population pour lutter contre cette pandémie. Parce qu'on a déjà eu un cas de mort. Oui, merci. Et encore, il y a aussi les groupes de personnes qui quittent le sud vers le nord. Or, le sud est en quarantaine. Pourquoi est-ce que vous avez des preuves, Aziz? Parce que c'est hermétiquement fermé, hein, le cordon est fermé, il faut une dérogation. J'ai raconté des titans qui transitaient. Oui, Aziz. Oui. Aziz, par rapport aux titans, les marchandises sont autorisées à circuler librement, sinon on sera étouffé. Le chauffeur qui quittait le sud vers le nord. Avec des marchandises, bien sûr, Aziz. Oui. Oui, ça c'est autorisé, parce que sinon on sera étouffé d'ici quelques jours. D'accord, il faudrait le contrôler aussi, parce que faut pas nous amener cette maladie vers le nord. Oh, nous sommes appuyés chaque coup de fer pour ce mal-là. Le dit maintenant au Bénin. Aziz, nous allons prendre notre auditeur. Vous savez, le temps est limité par rapport aux opinions. Merci, bonne journée. 96 21 50 40. Mais rappelons que les transports de marchandises sont autorisés entre les zones. Bonjour, auditeur de Radio Paracou. Le 96 21 50 40, c'est le numéro sur lequel vous pouvez nous appeler. Dites-nous ce qui se fait concrètement dans votre localité pour prévenir la pandémie du coronavirus. Bonjour. Oui, monsieur le journaliste. À qui est l'honneur? On m'appelle Ibrahim depuis Tchatchou. Ibrahim depuis Tchatchou. Oui. Nous vous écoutons, Ibrahim. Oui, moi je ne suis pas d'accord par rapport à la réaction du gouvernement. Oui, nous parlons plutôt du respect des mesures dans votre localité. Bon, le vendredi, vous pouvez revenir sur d'autres sujets, Ibrahim. Monsieur le journaliste, c'est de ça que je veux parler. Voilà, qu'est-ce qui se fait chez vous, à Tchatchou? Qu'est-ce que tu as constaté sur le terrain? Oui, à Tchatchou, les normes, les institutions sont bien prises, mais ce qui me fait peur, pourquoi le gouvernement a laissé que les gens rentrent et ils sortent. C'est ça le problème. Qui rentre, qui sort, en dehors des marchandises, Ibrahim? Oui.
Et en dehors du transport de marchandises, est-ce que vous avez constaté des flux de personnes? Il faut le rappeler, si on interdisait l'entrée des marchandises dans nos localités, on sera tout de suite étouffé, parce qu'il n'y aura plus les produits alimentaires dans les différentes zones, parce que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, les marchandises circulent pour pouvoir nous permettre de vivre. Ibrahim, bonjour, auditeur de Radio Parakou. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Garba Alassane depuis Kamil Nassouba. Garba Alassane Nassouba. Oui. Nous vous écoutons. Bon, nous n'avons pas le suivi parce que depuis, 5 ou bien 4h30 par là, on n'écoute plus la radio par rapport à techniquement ce qui se passe. Bon, vous avez remarqué avec les communiqués officiels que le nombre de personnes atteintes du coronavirus a augmenté dans notre pays. Oui. Alors dites-nous ce qui se fait concrètement dans votre localité à Kandi, surtout en zone rurale, pour prévenir cette pandémie. Garba Alassane. Bon, c'est en zone rurale. Bon, au niveau des zones rurales, il y a quand même une sensibilisation au niveau avec les forces de l'ordre et les agents de la santé. Maintenant, au niveau du centre-ville aussi, bon, déjà, la désert en constat fermé à 21h et hier, on l'a constaté déjà. Parce que c'est les mesures prises par le préfet du département de l'Algérie, accompagné du ministère de la Santé et aussi les forces de l'ordre. Et donc, je crois que le sujet, c'est un bon sujet parce qu'on constate que franchement, au niveau de nos zones rurales, il faudrait quand même que ça soit encore plus tout là parce que c'est les poches d'entrée et de sortie souvent de nos voisins. Oui, Garba Alassane, vous savez Kandi est une localité frontalière à plusieurs pays. Est-ce que les citoyens arrivent à dénoncer les étrangers qui foulent le sol béninois sans être isolés? Oui, vous savez, c'est ça que peut-être on va commencer à sensibiliser nos frères parce qu'aujourd'hui, cette dénonciation, c'est pas du fait du mal à la personne. Parce qu'on l'a constaté avant-hier où il y avait une jeune fille qui est venue du Burkina en tant qu'étudiante et elle a été du moins dénoncée par quelqu'un. Vous savez que ça voulait quand même tourner autrement parce que les gens au niveau de la commune de Kandi, souvent ça ne fait pas de nos coutumes, alors que c'est une protection à l'endroit de celle-là et à l'endroit aussi de la population. Bien parce sûr. Que celui qui entre des pays déjà que nous savons qu'ils sont déjà plus de 100 personnes qui sont atteintes par la maladie, il faudrait quand même que nous soyons un peu vigilants. Il ne faudrait pas qu'on protège ceux-là quand même qui entrent. Donc c'est pour ça même, il dit qu'au niveau des zones rurales, il faudrait quand même que ces autorités nous aident à encore sensibiliser ces populations-là pour que quand les gens vont rentrer par là, il faudrait quand même qu'ils dénoncent. Surtout aussi au niveau du Niger, nous avons quand même des zones, des quartiers où nous avons des éléments qui sont là. Il faut que ces éléments-là nous aident aussi parce que c'est vrai, le Bénin aime les étrangers, mais il faudrait quand même que ces moments-là, ils évitent de recevoir leurs parents du Niger. Parce que c'est un problème aussi pour nous. Voilà ce que je dis par rapport au sujet du jour. D'accord, merci Garba Alassane, bonne journée. 96 21 50 40, appelez-nous et participez à votre émission Nassouba. Bonjour. Hey, Nassouba. Mohamed Boro, depuis Banikan, Mohamed Boro. Oui. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, ce qui se fait dans ma localité est que hier, la police républicaine, la deuxième arrondissement est partie se localiser vers la ville économiquement appelée Manhattan BJ, de l'autre côté du Bayarou, pour sensibiliser les chauffeurs qui sont dans la chichaille, évitant la propagation de coronavirus COVID-19. Mais monsieur le journaliste, ce que j'aimerais demander, nous avons tous l'accent sur le coronavirus. Mais oubliant les pauvres personnes qui vivent de la Cadou. Vous voyez aujourd'hui, qui vivent de quoi? Jusqu'à 150. Mais là, on revient sur ça vendredi prochain, Mohamed, parce que vendredi, c'est les divers sujets, on peut évoquer tous les sujets de développement. Okay, on revient sur ça vendredi. Aujourd'hui, on parle des dispositions respectées par rapport au coronavirus. Merci de nous avoir appelés.
Oui. 96 21 50 40. Appelez-nous maintenant pour donner votre point de vue sur le sujet d'actualité. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. C'est monsieur Boukari Sofiane à l'appareil. Boukari Sofiane. Oui. Nous vous écoutons. Vous nous appelez d'où? De Parakou Banikane. Nous vous écoutons, Sofiane. Ok. Par rapport à la décision prise par le gouvernement, c'est vrai que dans ma localité, il y a certaines personnes qui sont respectées ça à la lettre. Et j'en suis fier même. Mais il y a d'autres où les gens ne respectent pas ça. Alors maintenant, il y a aussi la décision qui n'est pas bien, c'est comme si l'information n'a pas été bien filée, quoi. Sinon, comment comprendre que les marchés sont en train d'animer, les bars sont en train d'animer, on donne au bar de 7h jusqu'à 21h avant de fermer. Maintenant, allez voir la finance qu'il y a dans les bars là, du matin jusqu'à 21h donné. Et les marchés. Ça veut dire que la pandémie peut se répandre aussi dans la ville de là. Bon, Sofiane, ce qui est important surtout, c'est le respect de la distanciation sociale. C'est ce qui est important. Là, si on ne peut pas respecter la distance sociale, c'est en ce moment que le problème se pose, selon les spécialistes. Ils ne respectent pas. Ça ne se respecte pas. Ça me fait cela, mais il y a le problème. Si ça se respectait, le problème ne se posait pas. Donc il faut poursuivre la sensibilisation dans ce sens. Il faut poursuivre ça. Sinon, moi, à mon avis, les bars, les trucs doivent être fermés aussi comme ils l'ont fermé. Parce que les lieux de culte, maintenant, par exemple, les églises, les lieux de culte, les mosquées ont été fermés d'autre part. Maintenant, pourquoi pas ceux-là aussi? Merci d'avoir appelé Boukari Sofiane. Ok, merci à vous. Bonne journée. 96 21 50 40. 96 21 50 40. Appelez-nous maintenant pour donner votre point de vue sur le sujet d'actualité. Bonjour. Bonjour. C'est M. Alagbe à l'appareil. Monsieur Alagbe, vous nous appelez d'où? J'appelle de quartier Banikane, Rose-Croix, face commissariat Banikane. Nous vous écoutons. On a dit que les choses de culte ferment, que les mosquées ferment, que tout ferme. Mais jusqu'ici, les mosquées n'ont pas fermé. Même ce matin, le visage a appelé. Est-ce que c'est toutes les mosquées? Parce que c'est relatif. Hein? Peut-être chez vous. Le quartier, la mosquée, les mosquées du quartier, Rose-Croix, Banikane, face près du commissariat là. Oui. Il y a au moins 4 mosquées. Et c'est ouvert, c'est les misères chaque tous les jours. Alors qu'on a dit qu'il faut fermer. Moi, je ne comprends pas comment ceux-là peuvent se dire mieux que les autres. Donc, il faut tout fermer, il faut respecter les mesures. Et normalement. D'accord. Merci de nous avoir appelé. Bonne journée, M. Alagbe. Il faut faire les enquêtes hier matin, même ce matin. D'accord, M. Alagbe. De toute façon, même les forces de sécurité sont à l'écoute. Ils vont devoir... Ils sont liés avec eux. De toute façon, ils sont à l'écoute, ils vont devoir prendre leurs responsabilités. Merci d'avoir appelé M. Alagbe. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. 96 21 50 40. Nous avons encore 4 minutes au plus pour recevoir quelques auditeurs. Bonjour. 96 21 50 40. Vous êtes sur la régionale de l'ORTB. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes sur Radio Parakou. Oui, naturellement. Salifou Abdou Samadou depuis Banikane. Salifou Abdou Samadou, nous vous écoutons. Ok. Pour l'actualité du jour, oui. La fermeture des mosquées, est-ce que c'est là la solution? Bon, le problème n'est pas à ce niveau. Qu'est-ce qui se fait pour respecter les mesures? Parce que ces mesures-là, ça nous concerne tous. Et je pense que ce n'est pas que telle ou telle autre religion, toutes les religions sont concernées, Monsieur Salifou Abdou Samadou. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour le respect des mesures? Oui, les musulmans naturellement ont respecté les mesures et les églises aussi. D'accord. Mais aujourd'hui, là où il y a trop de l'influence, là où il y a trop de monde, là où les gens se regroupent de plus aujourd'hui, c'est le marché. Ah donc vous voulez qu'on ferme les marchés aussi?
naturellement, il faut tout fermer. S'il faut fermer, il faut tout fermer pour éviter, pour prendre des mesures normales. Là, mais Sam, il y a une question qui me vient à l'esprit. Salifou, lorsqu'on va fermer le marché, comment est-ce que nous allons nous ravitailler? Oui, pour se ravitailler, chacun sait là où normalement il doit se ravitailler. Là, on est là où on vend les choses. Même si c'est chez soi, il faut se rendre. Ah, donc il faut aller chez le vendeur pour se ravitailler de condiments, de tout ce qu'on a besoin. Naturellement. Bon, c'est votre proposition, hein, Salifou. Oui, il y en a qui se ravitaillent sans se rendre au marché. De toute façon, c'est des propositions que les autorités vont devoir analyser et étudier parce que c'est notre santé qui est en jeu. Ça, c'est vrai. Si c'est la santé n'a pas de prix. Ok. Mais aujourd'hui, s'il faut prendre des mesures, ce n'est pas prendre des mesures quelque part ou sanctionner les gens, ou soit prendre des mesures et favoriser d'autres. D'accord. Merci d'avoir appelé, M. Salifou. Ok, merci beaucoup. Bonne journée à vous. 96 21 50 40, je reçois le tout dernier auditeur. Nous avons juste 1 minute à passer avec lui parce que nous n'avons pas encore beaucoup de temps. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, à qui ai-je l'honneur? Monsieur Souley Abdou Raoufou. Vous nous appelez d'où? Depuis Banikani. Souley Abdou Raoufou. Vous nous appelez depuis Banikani. Nous avons juste 1 minute. Qu'est-ce qui se fait pour respecter les mesures et prévenir la pandémie au niveau de Banikani? Pour le Bénin. Pour Banikani, qu'est-ce qui se fait chez vous? Banikani, oui. Le Bénin, la frontière était fermée. Maintenant, les cars, les bus, ils ont dit de garer. Maintenant, les petits véhicules qui circulent à Cotonou par là, ils ont dit 2 derrière, 1 devant. Maintenant, on prend les clients arrivés à Webo, on ne fait refuser encore les policiers de ne pas rentrer à Cotonou. Oui, c'est ce que le cordon dit. Vous ne pouvez pas rentrer dans Cotonou sans une autorisation du préfet. Voilà, ils ont dit de ne pas faire chicha. On met 2 derrière, 1 devant. Oui, juste dans les 2 zones, vous pouvez circuler, mais vous ne pouvez pas aller dans la zone du cordon sanitaire sans autorisation du préfet jusqu'à ce que la date prévue expire. D'accord. À part ça, il y a les policiers, il y a les bonnes dames qui vendent de 20h à 22h, les manger, les gens payent, les policiers viennent, ils prennent les manger, ils frappent les gens là, ils prennent les manger, ils l'emportent là à la commissariat. Tout cela, c'est pas bon. Ah, donc, les bonnes dames qui vendent à manger le soir? Oui, ce n'est pas le restaurant. Non, c'est pas le restaurant. Au bord de la voie, là, ils vendent les wakies là. Ils viennent, les policiers, ils frappent les gens. Ils ont dû le manger. On les frappe comme si c'est pas bon. Ça s'est passé où? Ça s'est passé à Banikane ici même. Oui, à peu près dans quelle zone? Ouais, Plaisir là, Plaisir. Banikane Plaisir. Oui. Et c'était quand? C'était la fin de l'autre semaine, là, avant-hier, l'autre semaine. Donc, vous allez vérifier le jour et nous revenir. Mais, merci d'avoir appelé Souley Abdou Raoufou. D'accord, merci. Et bonne journée. Et c'est tout pour Opinion de cette matinée du mardi 7 avril 2020. Restez en notre compagnie. 6 heures passées de 59 minutes. Colombe Amadji vous donne rendez-vous dans 1 minute pour le bulletin d'information. Écoutez-moi, ma chanson s'adresse à toi, jeune homme, écoutez-moi, ma chanson s'adresse à toi. Qu'est-ce que tu fais? Inconscience totale, tu vas voler l'argent de ton papa pour venir faire trop Le journal. Info Matin.
Colombe Amadji. On n'a pas le retour ici. Bonjour Madame, Monsieur, bienvenue au bulletin d'information. Le Bénin a enregistré son premier cas de décès dû au Covid-19. Hier, il s'agit d'une dame de 43 ans qui souffrait de la drépanocytose de forme SC. C'est ce qu'on peut retenir du point de presse tenu lundi à Cotonou par le ministre de la Santé, Benjamin Humpati. Il revient ici sur les circonstances dans lesquelles la dame a trouvé la mort. C'est avec douleur que je vous annonce que le dimanche 5 avril 2020, le Bénin a enregistré son premier cas de décès dû à la Covid-19. Le sujet décédé est une femme de 43 ans, drépanocytaire SC, et qui a été admise il y a une semaine dans une clinique privée de la place pour fièvre et diarrhée gléro-sanguinolente. L'apparition puis l'aggravation chez elle de difficultés respiratoires et la notion de voyage dans un pays touché par la pandémie ont permis plusieurs jours plus tard de suspecter la Covid-19. Les analyses effectuées ont permis de confirmer cette suspicion ce dimanche 5 avril 2020. Malheureusement, son décès est survenu alors que les résultats des analyses venaient de tomber et que son transfert de la clinique vers le centre de prise en charge se préparait. Cette situation très douloureuse pour la famille, le personnel de santé et toutes les personnes impliquées dans la riposte rappelle à notre attention la gravité de la pandémie. Cette situation, ainsi que les résultats obtenus ces derniers jours, suggèrent la nécessité de renforcer la surveillance et le dépistage précoce car prise en charge tôt, les malades sont susceptibles de guérison. Cette dame a donc trouvé la mort dimanche. Le ministre Benjamin Humpati profite pour déplorer la situation de vulnérabilité des formations sanitaires face au risque de coronavirus. Il les invite à ne pas accueillir les patients suspectés du Covid-19, mais plutôt leur recommande d'appeler les numéros dédiés à cet effet. Il est à déplorer que la patiente ait séjourné pendant plusieurs jours dans la clinique avant que la suspicion de la Covid-19 ne soit évoquée. Il apparaît donc qu'elle n'a pu être convenablement prise en charge. Cette situation de vulnérabilité des formations sanitaires face au risque de la Covid-19 amène le gouvernement à devoir rappeler une fois encore que devant des signes évocateurs de la Covid-19, fièvre, toux sèche, difficultés respiratoires, diarrhée, perte du goût et ou de l'odorat, le réflexe doit être l'appel des numéros de téléphone dédiés. En tout état de cause, les formations sanitaires sont appelées à ne pas accueillir, encore moins garder les patients suspects de la Covid-19. Elles doivent plutôt leur recommander d'appeler les numéros de téléphone dédiés en vue d'une orientation adaptée. Parlant toujours du Covid-19, il faut dire que le comité départemental de défense et de sécurité du Borgou a tenu hier lundi sa séance extraordinaire. Avec le directeur départemental de la santé, les membres de ce creuset de décision ont échangé sur les décisions gouvernementales relatives à la lutte contre la propagation du coronavirus au Bénin. Le point avec Aziz Alagbé. C'est une séance d'évaluation et d'analyse de la mise en œuvre effective et du strict respect des mesures gouvernementales allant contre la propagation du Covid-19 dans le Borgou.
Le comité départemental de défense et de sécurité veille au grain au niveau des frontières. Djibril Maman Sissé, préfet du Borgou, à l'issue des échanges. Le travail se fait au niveau des frontières avec la collaboration des agents de santé. Il y a des éléments de la police républicaine qui sont postés au niveau de ces frontières-là, avec les éléments de la direction départementale de la santé pour les différents contrôles, les formalités à remplir par ceux-là qui veulent entrer sur notre territoire. Je voudrais rappeler ici qu'il a été demandé que les étrangers soient systématiquement refoulés. Seuls les nationaux ont donc le droit d'entrer sur le territoire. Quant à la fermeture des lieux de culte, le préfet du Borgou insiste. Je me dois quand même de me réjouir de ce que cette mesure-là est dans l'ensemble observée dans le département. C'est vrai qu'il y a quelques poches de résistance. Quiconque irait en travers des mesures qui ont été prescrites par le gouvernement, eh bien, fera face aux conséquences qu'appellera sa témérité. L'autorité préfectorale en appelle également au sens de responsabilité de chaque citoyen pour venir à bout du coronavirus. Nous n'allons pas attendre d'enregistrer des cas dans le département du Borgou avant de prendre les dispositions qui s'imposent. Si la Chine est arrivée aujourd'hui à contenir ce mal, me dira-t-on, c'est parce qu'elle a certainement les moyens, mais je pense qu'en grande partie c'est parce que le peuple chinois a fait preuve d'une discipline très prononcée. Alors je voudrais donc en appeler au sens de civisme, de responsabilité de mes concitoyens. Il est par ailleurs annoncé le renforcement des séances de sensibilisation afin de réduire au strict minimum les regroupements lors des différentes cérémonies religieuses et traditionnelles. Une note en politique, le régime du nouveau départ fait 4 ans d'exercice au pouvoir. Depuis avril 2016, des actions sont menées sur beaucoup de plans. Le champ politique béninois connaît aussi des métamorphoses, ce que reconnaissent des acteurs politiques de toute obédience. Avec quelques-uns, Vitis Arohe fait le point des réformes politiques en 4 ans de gouvernance de Patrice Talon. Devant Dieu, de nos ancêtres. Patrice Talon prêtant serment le mercredi 6 avril 2016 à Porto Novo. L'accent du discours et sa charge persuasive donnaient déjà le ton de l'engagement de celui qu'on a surnommé Akbono à la faveur de la campagne électorale de l'élection qu'il a portée à la Marina. Un engagement à révolutionner plusieurs domaines de la vie publique béninoise, notamment le paysage politique. Bob Yaovilia Sidi, juriste et membre du parti Union progressiste. Lorsque vous prenez le projet de société ou le programme d'action du gouvernement du président de la République, le pilier fondamental, c'était effectivement consacré aux réformes politiques et institutionnelles. C'est vrai, au départ, il n'y a que ces réformes ont connu des difficultés à aboutir, mais avec le temps, on peut réellement constater que beaucoup ou certaines de ces réformes-là, ou la plupart de ces réformes-là, ont été traduites en actes. Du 6 avril 2016 à ce jour, des réformes politiques ont été engagées sous la houlette de Patrice Talon. Je vais retenir principalement deux. Il s'agit d'abord de la révision de la Constitution, mais avant la révision de la Constitution, il faut noter la réforme du système partisan. La réforme du système partisan, c'est ce qui marque Laurent Delors-Faton, communicateur et membre du parti Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Quand on parle des actions phares qui auraient marqué tout le peuple béninois, je dirais que c'est la réforme du système partisan. Cette réforme qui est un impératif pour tout le peuple béninois et tous les acteurs politiques, parce que nous connaissons tous les carences et les difficultés liées au système partisan béninois. Cette réforme du système partisan s'est matérialisée par l'adoption de plusieurs textes à l'Assemblée nationale. La nouvelle charte des partis politiques, le nouveau code électoral et la loi sur le financement public des partis politiques. Bob Yaovilia Sidi, juriste et membre de l'Union progressiste. Et pour ces 4 ans qu'il est en train de faire à la tête du pays, je lui dis bravo, je lui dis chapeau. Certainement, il sera candidat à sa propre succession. Ce sera avec beaucoup de plaisir que nous l'accompagnerons pour ce second et dernier quinquennat. Le dialogue politique avec les partis initié par Patrice Talon en octobre 2019 fait également partie des actions phares qu'il a engagées sur le plan sociopolitique.
Information hors du Bénin, au Mali, au moins 20 militaires maliens ont été tués dans la matinée du lundi dans la localité de Bamba, située dans la région de Gao. Les assaillants de présumés djihadistes ont attaqué le camp militaire de la localité à l'arme lourde. Du matériel militaire a été détruit. Afin de protéger les populations locales, le campement en fait une auberge située à l'extrême nord de la localité de Bamba, dans la région de Gao. C'est cet endroit qui a été attaqué hier par des terroristes, selon la terminologie officielle. Hissène Habré a été autorisé à sortir de prison hier soir par la justice. Une mesure de 60 jours liée au Covid-19. Il peut rejoindre sa résidence de Ouakam, au nord de la capitale. Il ne s'agit pas d'une libération, précise dans un communiqué l'administration pénitentiaire, mais bien d'une sortie de prison sous escorte. En détention, Hissène Habré, âgé de 77 ans, est exposé à un risque de contamination au Covid-19, souligne le test. Le juge de l'application des peines a finalement donné raison aux avocats de l'ancien président. Sa défense avait soulevé dans une lettre fin mars les risques de contamination encourus par le détenu. L'ordonnance du juge précise que le détenu Hissène Habré apparaît particulièrement vulnérable au coronavirus et que la prison du Cap Manuel doit recevoir toutes les personnes nouvellement placées sous mandat de dépôt. Coup d'envoi ce mardi des commémorations du 26e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. Des commémorations un peu particulières cette année puisqu'elles se dérouleront sous confinement. La plupart des événements qui ont habituellement lieu dans tous les districts sont donc annulés et les Rwandais sont invités à se recueillir chez eux. Il n'y aura pas de commémoration collective. Seule une petite délégation se rendra au mémorial de Gisozi à Kigali où le président Paul Kagame devrait faire un discours ce mardi. Ce sera une courte cérémonie retransmise à la radio et à la télévision. Les médias seront particulièrement mis à contribution cette année. Des émissions devraient se poursuivre toute la semaine. Pour finir, le Premier ministre britannique Boris Johnson, testé positif au coronavirus il y a 10 jours, a été transféré en soins intensifs lundi au lendemain de son hospitalisation dans le centre de Londres, a annoncé son porte-parole. Ainsi s'achève ce bulletin d'information. Merci de votre attention. La matinale de l'ORTB Nassouba se poursuit. Merci à vous, Colombe Amadji, pour le point de l'actualité pour le compte de cette matinée du mardi 7 avril 2020. Colombe, vous savez, il y a beaucoup de déviances dans nos établissements scolaires, des comportements... Pas de nos apprenants. Oui, des apprenants qui se livrent à la violence, des comportements peu recommandés. Découragé, je pense. Oui, les responsabilités sont à situer, Colombe. Les responsabilités sont à partager au niveau des apprenants, au niveau des acteurs du système éducatif, enseignants et parents d'élèves. Alors, Saboua Danialo nous dit plutôt, attention professeur. Un single à cet endroit. Attention professeur, nous écoutons, c'est la pause musicale, le temps que vous nous réalisez et la revue des titres. Merci et Colombe et bonne journée à vous. Bonne journée Abdoulaye Moumouni Yacoubou. Mon ami petit a perdu, il était dans un village de Bangos, il faisait pareil que toi mais il est revenu avec une maladie. On ne comprend pas, avant d'uriner, il crée oh oh oh, une voix d'or, oh oh. Écoutez-moi, jeune fille, écoutez-moi, tu as la chance d'être scolarisée, ce n'est pas donné à toutes les filles d'Afrique. Direto revisa da wangome, direto krapusa do aundo, direto legeza rosa me podi, direto golosa ruparaku, direto
67 élèves, dont 23 filles. En 6e, mais en classe de terminale, nous avons demandé, on nous a dit qu'il ne restait plus que 3 filles. Et c'est dommage pour moi. Tu as quoi à 10h, tu m'as la maison que tu as quoi à 7h. Tu sors de chez toi à 7h. En kaki, mais arrivé dans les rues, ton kaki se transforme en bleu jean bleu. Yeah. Ce fléau de portable, vous savez comment cela se passe. Les portables sont mis en vibro, et nos annonces. Allô? Allô? Non, j'ai pas fini mes cours. Comment tu peux suivre? Hey! Mini pour l'aéroport Guégué. Fallait ce pas. Brillantine ou aéroport Guégué. Rouge à lèvres, blissant. Tu n'arrives plus à suivre ton professeur. L'argent que papa a dépensé, comment il va le récupérer? Je veux parler aussi de quelqu'un. Écoutez-moi, je veux parler de ce professeur qui n'a pas encore 40 ans. Très viril, professeur au top. Les professeurs sont souvent amoureux des élèves. Les professeurs sont souvent amoureux des élèves. Allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre peuple parce que... Instant, grand reportage en attendant la revue des titres de cette matinée, un grand format société, culture, éducation, une réalisation de Ousmane Baparapé. Pornographie, consommation d'alcool, violence à l'arme blanche sont entre autres les faits et déviances observés ces jours chez les apprenants des lycées et collèges. Face à la recrudescence de ces actes, le desk Société, éducation et culture tente une explication au phénomène avec les spécialistes. Déviance comportementale scolaire et mesures préventives est une présentation de Ousmane Baparapi. La situation fait pitié. Raoul Bioyerima, président de la Fédération départementale des associations des parents d'élèves du Borgou. Des enfants qui forment des groupes de gangs et qui terrorisent bon nombre d'élèves de l'établissement. Des enfants qui n'ont aucun égard pour le personnel enseignant. Avis de quelques citoyens rencontrés à Parakou. D'après moi, le problème même vient de la maison. Si quelqu'un nous dit, bah, ça, mon frère, ne fais pas ça, ne fais pas ça. On dit, il faut le laisser, c'est un enfant. Un enfant devient grand. Bon, par rapport à ça, manque de moyens. Au moins, quand tu quittes le matin, il faut toucher quelque chose à l'enfant pour en manger. S'il n'y a pas ça, bon, quand ils sont faits dans des offres. Surtout nos jeunes filles, et sur le plan sexuel, ça n'honore pas notre éducation. Ceux qui tapent les enseignants, ce n'est pas du tout bon. Les établissements aussi veillent sur les élèves afin que ce genre de choses ne soient plus répétées dans les écoles. Pire encore, s'indigne le président APE Borgou. Des enfants qui attrapent des chèvres et qui font l'amour avec ces animaux. Ismaïl Moumouni Moussa, spécialiste des sciences de comportement, enseignant à l'université de Parakou. Effectivement, depuis quelques semaines, nous suivons tous avec beaucoup de désolation, qu'on pourrait appeler d'une manière ou d'une autre de déviance. D'où certains questionnements. Est-ce de la responsabilité des enfants, des élèves, ou de la responsabilité des parents, ou de la responsabilité alors de l'école? Ismaïl Moumouni Moussa, spécialiste des sciences de comportement, enseignant à l'université de Parakou.
L'éducation d'un enfant s'opère dans un ensemble d'espaces qui sont forcément en interaction. Et dans un premier temps, l'enfant il naît dans une famille. Donc, est supposé avoir un père, une mère et puis également un voisinage et qui doit jouer un rôle de premier plan en termes donc d'orientation de l'enfant. Et puis ensuite, il y a nos écoles et puis plus tard les universités où les enfants sont exposés à un certain nombre de discours, à un certain nombre d'enseignements qui doivent contribuer à co-construire leurs attitudes et puis leur personnalité. La perte du contrôle des groupes d'amitié des enfants constitue l'un des facteurs clés d'une mauvaise éducation, poursuit le spécialiste. En clair, c'est dans ces différents espaces-là que se fait une forme de négociation de l'éducation et la co-construction des croyances et des attitudes donc, des enfants. Ismaël Moumouni Moussa. Il est donc important pour bien comprendre ce qui se passe actuellement, de jeter un regard un peu critique sur ce qui se passe à l'intérieur de nos familles. Le spécialiste des sciences de comportement met par ailleurs l'accent sur les types de familles. On a dans un premier temps un nombre de plus en plus grandissant de familles monoparentales. Pour une raison ou d'une autre, les deux parents ne vivent pas au même endroit. Le deuxième modèle que nous avons souvent, c'est un modèle de famille qu'on va dire handicapé du point de vue financier. Et le troisième type de famille, c'est la famille qu'on pourrait appeler la famille pas de temps. Et ce n'est pas forcément les ressources matérielles et financières qui manquent. Peut-être que les deux parents travaillent, ils travaillent même peut-être beaucoup trop. Un quatrième type de famille que l'on peut avoir, c'est des familles non préparées, qui se constituent dans une impréparation totale. Et à ce niveau-là, la déficience majeure provient donc d'une insuffisance de ressources intellectuelles, de ressources stratégiques sur comment est-ce qu'il faut garder le ménage, comment est-ce qu'il faut éduquer les enfants. Et au-delà de la famille, quand on va maintenant jeter un regard du point de vue des écoles et puis donc des universités, parce que si aujourd'hui le phénomène semble avoir plus d'ampleur dans les écoles, on ne peut encore pas dire que ce n'est pas le cas dans les universités. Ces écoles et ces universités sont de plus en plus caractérisées par des effectifs pléthoriques, rendant difficile le suivi individualisé donc, des apprenants. Et il y a également, elles sont caractérisée par une disconcordance entre les actions parentales et les actions scolaires, en ce sens que des mesures prises au niveau des écoles peuvent ne pas être approuvées par les parents et vice-versa. Et quand c'est comme ça, les enfants vont tenter de s'appuyer sur les uns pour déstabiliser les autres. Et troisième constat au niveau de nos écoles, c'est de plus en plus des enseignants et qui malheureusement ne servent pas d'exemple. Raoul Bioyirima, le président de la Fédération départementale des associations des parents d'élèves du Borgou, préconise. Les sociologues ont raison de dire que ça ne va pas. Alors, ces enfants, s'ils ne veulent pas rester travailler à l'école, les parents doivent leur dire carrément, il vaut mieux que je t'envoie dans un centre d'adultes. Il revient dans un premier temps à la cellule familiale de prendre ses responsabilités. Parce que l'enfant porte le nom de la famille. Nous allons vraiment insister pour que les éducateurs que nous avons, qu'ils nous aident, qu'ils aient un regard bienveillant, mais avec une certaine rigueur dans la gestion de leur établissement. Tous les acteurs du système éducatif sont donc invités à une synergie d'action pour des citoyens aptes à mieux servir la nation. C'était la famille, applaudie, à grande joie. « 7h25, la revue des titres des journaux, c'est une présentation de Yves-Patrick Loco. Bonjour.
jours, le Bénin a enregistré hier son premier cas de décès dû au Covid-19. Il s'agit d'une dame de 43 ans qui souffrait de la drépanocytose de forme SC. C'est ce qu'on peut retenir du point de presse donné hier par le ministre de la Santé. Et toujours dans la même journée d'hier, 3 nouveaux cas de coronavirus ont été identifiés. Le nombre de cas de contaminés passe désormais à 26. Le ministre de la Santé l'a annoncé hier. Et désormais, le port du casque devient obligatoire dès demain mercredi dans l'espace du cordon sanitaire. Le comité de gestion de la crise du Covid-19 réuni hier lundi sous la présidence du chef de l'État a pris cette décision. Le Haut Conseil des rois du Bénin sensibilise la population face à l'augmentation du nombre de personnes infectées par le nouveau coronavirus sur notre territoire. Il invite donc les Béninois à prendre au sérieux les mesures préventives pour lutter contre la pandémie. C'est à travers un point de presse qui a été tenu hier, dans la matinée d'hier à Cotonou. Dans l'actualité internationale, retenez qu'au Sénégal, dans la soirée d'hier, Hissène Habré rejoint sa résidence à Ouakam, au nord de la capitale. Il ne s'agit pas d'une libération, précise le communiqué de l'administration pénitentiaire, mais bien d'une sortie de prison sous escorte. En détention, Hissène Habré, âgé de 77 ans, est exposé à un risque de contamination au Covid-19, souligne le test. Le juge de l'application des peines a finalement donné raison aux avocats de l'ancien président. Dans ce contexte de l'épidémie du nouveau coronavirus, la Turquie vide une partie de ses prisons surpeuplées. Un tiers des détenus, soit environ 90 000 personnes, devraient bientôt bénéficier d'une libération anticipée ou d'une assignation à résidence en vertu d'une loi débattue ce mardi au Parlement. Mais une partie des prisonniers, dont ceux jugés ou condamnés pour terrorisme, sont exclus de ces mesures et parmi eux de nombreux détenus politiques. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette session de l'information. Le journal vous revient à 8h. Yves Patrick Loco qui est plutôt revenu sur quelques brèves au niveau national. Merci à vous et restez en notre compagnie. Avec une pause musicale, nous allons installer les journalistes du forum de discussion dans un instant. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Écoutez-moi, ma chanson s'adresse à toi, jeune homme, écoutez-moi, ma chanson s'adresse à toi. Qu'est-ce que tu fais? Inconscience totale, tu vas voler l'argent de ton papa pour venir faire dodo au collège. Tu achètes des montres brillantes, à Oussa et Sitaïno. Au lieu de suivre ton professeur, tu perds ton temps à transiter des petites notes de casier en casier. Tu vas derrière, tu ne fous rien. En devoir, tu as 5 sur 20 et tu n'es pas content. Tu vas mentir à papa que c'est le professeur qui est contre toi.
discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Ça se discute, c'est le forum de discussion, le débat de la matinale sur la régionale de l'ORTB. Et je reçois en ligne téléphonique, bien sûr, Alexandra Djotan. Bonjour. Je reçois également Massoudou Badamassi. Bonjour. Bonjour Abdoulaye, bonjour à tous ceux qui nous écoutent à ce moment. Merci pour votre disponibilité. Voilà, d'abord, nous parlons des déviances comportementales dans nos établissements scolaires. Sur les camarades, déviance sexuelle avec usage des réseaux sociaux. L'école béninoise souffre en matière d'éducation des enfants. Alexandra Djotan, vous êtes du desk Société et Culture. Qui est responsable de la dégradation des comportements chez nos apprenants? J'ai un peu du mal à vous recevoir par ici. Pouvez-vous reposer la question? Qui est responsable de la dégradation des comportements dans nos établissements? Oui, responsable. Oui, là aussi, il faut situer les responsabilités parce que c'est un problème. Est-ce qu'une seule personne? Je dirais non. C'est tout un système. C'est tout un système, et quand on parle du système éducatif, c'est y compris les parents, les apprenants, les enseignants, l'État, c'est tout un ensemble. Alors, c'est que quelque part, il y a un maillon qui n'a pas su jouer son rôle, ou quelques-uns des maillons n'ont pas su s'accorder. Voilà, l'éducation de l'enfant à la maison, c'est les parents, et quand l'enfant vient à l'école, c'est l'enseignant qui prend le relais. C'est dit donc que c'est quelque chose a failli. Oui, merci Alexandra Djotan. Alors, Massoudou Badamassi, qui est le véritable responsable de cette dégradation des comportements chez nos apprenants aujourd'hui? Parce qu'on prend l'éducation d'un enfant, on peut la situer à trois niveaux. D'abord, la famille, le père, la mère, les parents qui sont autour de l'enfant à la maison. Lorsque l'enfant sort de la maison, il y a la rue, l'espace que l'enfant traverse entre la maison pour atteindre son lieu d'instruction, je peux le dire ainsi, qui est l'école. Et maintenant, il y a l'école elle-même. Et lorsqu'on dit l'école aussi, il y a plusieurs niveaux. Il y a les 4 murs entre lesquels il est censé recevoir l'instruction au premier abord, à savoir la classe où se trouve un enseignant. Maintenant, la cour de l'école aussi, parce que quand les enfants sortent de la classe pendant la récréation, ou alors avant la rentrée de la classe, pendant qu'ils sont dans la cour, avant qu'ils ne sortent pour rentrer dans la classe, ou alors pendant la période de pause, vous savez qu'il y a les enfants qui à midi ne rentrent pas, soit parce que la maison est un peu loin, entre midi et 15 heures pour faire encore le cours, ça va être sur le temps. Alors, on ne sait pas ce qui se passe entre midi et 13 heures là aussi pour les enfants qui ne rentrent pas à la maison, qui sont obligés de rester à l'école, rester là pour apprendre les leçons, pour se reposer un peu, pour faire ci ou ça, avant de reprendre. Vous voyez, donc, si on doit encore disséquer, ça fait près de 4 à 5 niveaux là, pour ne pas que simplement... Mais Massoudou Badamassi, il devrait être sous surveillance des enseignants quand ils sont à l'école. Mais les enseignants ne sont pas là. Il y a le surveillant général. Les enseignants aussi leurs familles, ils ont aussi leurs enfants. Et même si on devait désigner un ou deux enseignants pour encadrer une centaine ou une cinquantaine, je ne sais pas trop. C'est pas facile.
Oui. Donc, voilà, et qui sont de différentes classes, c'est pas seulement ses propres élèves. Dans une école, que ça primaire ou secondaire, c'est plusieurs niveaux. Donc, c'est à tous les niveaux là qu'on peut retrouver les enfants de cette nature-là qui sont obligés de rester à l'école jusqu'au soir avant d'être. Avant que les parents viennent les chercher pour les amener à la maison. Oui. Donc, ça facilite cette dégradation des mœurs que nous déplorons là. Voilà un peu ce qui se passe. Il y a longtemps, souvent, l'école plus ou moins proche de la maison. Les enfants, quand ils quittent l'école, ils rentrent facilement à la maison. Maintenant, aujourd'hui, les parents vivent loin. Ils ont construit leur maison quelque part. L'école est un peu loin de la maison. Les parents aussi voient où c'est lui pour aller travailler. Ça peut être fonctionnaire pour les gens. Donc, ce n'est pas les fonctionnaires qui, leur lieu de travail, c'est un commerçant ou bien c'est un artisan, lui travaille un peu loin de la maison. Donc, il y a tout cela qui cause ce que nous déplorons aujourd'hui. Alors, on constate bien sûr qu'au niveau de ces apprenants qu'effectivement, pendant ces heures de pause, il n'y a pas souvent une surveillance rigoureuse. Voilà. Est-ce que... Un œil critique, un œil qui surveille, qui peut veiller au grain pendant ce temps-là, c'est pas évident. Donc, ils sont plus ou moins laissés à eux-mêmes. Et c'est à cette occasion-là que beaucoup de choses se passent. Beaucoup de ce que nous déplorons là se passe pendant cette période-là. Sans oublier que même ceux qui reviennent à la maison, si la maison n'est pas loin, les parents ne sont pas là. Ce n'est pas tous les parents qui restent à la maison toute la journée. Les parents sont ailleurs, les enfants sont là, tout seuls, ou alors sous la surveillance d'un domestique, tout simplement. La domestique qui a aussi quel niveau, qui a quelle éducation à la base avant d'être recruté. Vous voyez? Oui. Massourou Gouarma, si je vous reviens tout à l'heure, Alexandra Diotan, cela signifie que les enfants échappent non seulement au contrôle des parents, mais aussi à la surveillance des enseignants dans nos établissements. À l'évidence, on répond à l'affirmatif. Si juste dans les salles de classe, les choses se passent. On peut répondre pas à l'affirmatif parce que lorsque l'enfant est à l'école, je le disais, c'est l'enseignant ou l'administration de l'établissement qui prend le relais. Alors, lorsque l'établissement tente à devenir un site de pornographie, la salle de classe est improvisée, soit on voit l'enseignant de dos pendant que les jeunes sont en train de s'adonner à des actes immoraux par derrière, on est tenté de répondre par l'affirmative. Oui, Alessandra Diotan, pourquoi les parents mettent à disposition des enfants des téléphones portables Android? Parce que ce n'est pas des outils destinés aux enfants. Parce que le téléphone s'est imposé comme un outil de communication. Il y a des parents qui sont assez éloignés du site, de l'école par exemple, et qui, pour communiquer avec les enfants, ils se posent le besoin de doter l'enfant en téléphone portable. Ce qui fait que d'ailleurs la mesure d'interdiction des téléphones portables à l'école est souvent bafouée. Maintenant, parlant d'Android, ça peut répondre parfois aux caprices des enfants, sans savoir que par ricochet, l'on est en train de lui faire du mal. Pourquoi ne pas attendre que cet enfant ait franchi un certain cap avant de doter d'un téléphone Android? Bon, parfois c'est pour répondre aux caprices. Et l'autre chose, dans les salles de classe, on a parfois des gaillards, des gens qui forcément ne sont plus sous la tutelle parentale, qui sont, disons, déjà liberticides, c'est-à-dire prennent en charge eux-mêmes, et donc dans les bus et autres, ils se riches un téléphone portable et même si en charge, ils se mettent à faire le temps, à disons, se faire voir à ses amis, filles comme garçons. Voilà l'autre phénomène qu'il faut décrire. Le téléphone portable est interdit en classe.
du moins dans les établissements publics. Mais toujours est-il que la mesure souffre, elle n'est véritablement pas respectée malgré toutes les campagnes lancées contre au portail des collèges. Vous voyez, non, téléphone portable interdit. Mais bon, les surveillants, c'est surtout eux qui sont au fond. Au jour, il y a de ces téléphones-là qu'ils arrivent à arracher aux enfants. Pas du mal à prendre, Abdoulaye. Oui, Massoudou Gadamassi, est-ce que ce n'est pas un manque de rigueur au niveau des enseignants, le fait de voir encore les téléphones circuler dans nos établissements scolaires? La rigueur se situe à plusieurs niveaux. Si j'ai suivi la dernière fois, vous avez invité le directeur de collège Titiro, qui disait que selon les tests, même c'est pas seulement à l'école que le téléphone est interdit, c'est même hors de l'école. J'ai entendu, il a dit que même le professeur peut arracher un téléphone portable à le mettre d'un élève, même hors de l'école. Selon les tests, il a dit que c'est selon les tests en vigueur actuellement. Mais pourquoi ils ne le font pas? Oui. Pourquoi les enseignants n'arrivent pas à imprimer cette rigueur-là aux enfants? Oui, c'est un peu compliqué, comme on le dit. Même déjà à l'école, c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de mailles de manœuvre pour le faire à l'école, en classe ou bien dans la cour de l'école, mais hors de l'école, c'est un peu compliqué. Ça va pas mentir, c'est papa qui m'a demandé d'aller acheter des crédits ou bien d'aller remettre à telle personne que c'est le qui m'a envoyé avec ainsi de suite. Donc, c'est plus difficile hors de l'école. Donc, c'est donc que, même si les tests le permettent, c'est véritablement dans l'ensemble de l'école je crois que ça peut vraiment marcher. En dehors de l'école, ça va être très très difficile. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de possibilités d'enfants de mentir, de s'abaisser ici ou ça, et les professeurs ou les enseignants, nous devons toujours les suivre pour aller vérifier si c'est vrai ou faux. Comme moi, si ce papa ou ça, à la maison, d'autres même, nous attendre pour voir s'il ne ment pas. Donc, c'est ça qui cause le problème. Maintenant, là où moi, je vois que les parents sont aussi coupables, c'est par rapport à la qualité ou à la nature du téléphone. Le type de téléphone simplement pour communiquer. Les seuls téléphones, aujourd'hui, les téléphones sont à 5 000, 10 000, 15 000, les téléphones simples. C'est pour communiquer. Parce que l'Android, les enfants peut-être de vouloir faire des recherches avec, mais ne font pas de recherches là, il faut atteindre un certain niveau. Avant de faire des recherches, les parents qui ont ces moyens-là, les doter de ces moyens-là à la maison. Pour avoir un ordinateur à la maison, pour avoir peut-être un but, wifi à la maison, ou bien je ne sais pas quoi. Ou alors, si tu fais des recherches, les parents peuvent leur mettre les mains pour faire les recherches à la maison, sinon, recherches à l'école. Je pense que c'est là que les parents aussi doivent alors intervenir pour participer à cette lutte-là pour aider les enseignants à mieux encadrer leurs enfants. Oui, Massoudou Gadamassi, vous êtes au-delà d'un professionnel de médias, vous êtes également un spécialiste dans l'analyse des faits sociaux. Les enfants se livrent même à des actes sexuels dans les établissements scolaires. Qu'est-ce qui peut les inspirer? Est-ce que c'est ces téléphones Android ou bien des télévisions, des chaînes de télévision qu'ils ont l'habitude de suivre à la maison? Là, ça se situe aussi encore à plusieurs niveaux. Ça fait partie des téléphones portables. Là, si c'est un téléphone Android, vous voyez, si la personne peut se connecter, il y a des films pornographiques. Chez les enfants, ils sont très forts dans ce domaine-là. Maintenant, à la maison aussi, il y a aussi les films, là, les films, les nouvelles, où même si ils ne vont pas à l'acte directement. Ça semble, les gens dans les lits, les gens s'embrassent, les gens font ceci ou cela. Les gens sont dénudés, voire en soutien-gorge, en slip, les femmes, les hommes aussi, même s'ils ne vont pas directement à l'acte, déjà à ce niveau-là, déjà, ça peut déjà prêter à confuser au niveau des enfants. Vous voyez? Alors, c'est tout ça qui contribue à ce que nous déplorons là. Donc les parents aussi, il y a aussi la proximité qui favorise ce type-là. Moi j'ai entendu certains témoignages
ou un enfant qui s'adonne à ce acte-là à l'école, c'est pour avoir surprendre sa maman avec son amant. Puisque bon, c'est vrai que c'est pas chez nous ici, c'est bien le sud là-bas, mais c'est pas que ça manque aussi chez nous ici. Ou pour aller à la douche, pour aller uriner, l'enfant se réveiller la nuit, il doit traverser la chambre à coucher pour aller à l'arrière ou pour aller uriner. Et il surprend la maman et son amant en pleine d'action où la maman le visite dans la bouche et arrive à l'école. C'est grave, c'est extrêmement grave. C'est la même chose. Je lui fais ça. Vous voyez, pensant que c'est une bonne chose pour avoir surprendre sa maman en train de le faire. Mais écoutez ça, c'est sur l'antenne que j'ai écouté sur la rue Cotonou. Donc voilà, c'est l'élément-là aussi, vous voyez, ça là, est-ce que c'est pas la maman qui a favorisé ça? Vous voyez? Donc il faut une responsabilité au niveau des parents. Oui, des parents. La charge d'un délai qu'on remet à un enfant, les chaînes qu'on capte ou bien même quand on achète les trucs Canal Plus ou quand on n'est pas à la maison, les enfants ce n'est pas pour stigmatiser une entreprise. Ou bien, comme il a dit, même si les simples, même si c'est pas, même le simple télévision là, où c'est local, mais les villages que les enfants regardent, même si les gens ne vont pas là, comme il a dit, ça passe déjà. On les voit au lit à moitié nus, même si ce ne sont pas nus complètement, ça donne déjà la vidéo aux enfants. On ne peut pas refuser ça. Voilà. Alexandra Diotan, est-ce que c'est les télévisions, les programmes de télévision participent aussi à cette situation de dépravation des apprenants déjà depuis la maison? Forcément oui. Nous sommes dans un monde qui tend vers la perversion. La perversion aujourd'hui est de plus en plus prononcée. Lorsque vous autorisez votre enfant à regarder la télé, veillez à ce qu'il ne puisse avoir accès qu'à ce qui puisse être ludique et éducatif. Mais malheureusement, aujourd'hui, on constate que les chaînes de télé qui participent à ce que nous décrions. Vous prenez une station de télé, le programme n'est pas linéaire. Une succession d'émissions. Vous avez peut-être capté un dessin animé, ça c'est que vous avez laissé votre enfant. Dans ce dessin animé aujourd'hui, des adultes, où déjà à la télé, l'enfant voit, disons, de petits enfants qui se disent petit ami, c'est ma petite amie, oui, c'est lui, voilà, etc. Dans les programmes de télé, programmes destinés aux enfants, de ce genre de jeu, ça se voit. Et l'autre chose, les télénovelas, comme la série de la Messi, oui, vous, la maman, vous êtes un abonné de feuilleton. L'enfant, forcément, va se prendre certains épisodes qui sont forcément pas bien pour son développement, pour son niveau éducatif et tout ça. Et ça contribue. Et l'autre chose aussi, il n'y a plus de ces programmes de télé où vous ne verrez pas de scènes d'homosexualité, etc. Je parlais de perversion, là, c'est des exemples. Et donc, si vous voulez être rigoureux avec votre enfant, à défaut de lui interdire complètement de suivre la télé, vous choisissez un programme. C'est peut-être hebdomadaire, vous choisissez un programme et puis il est autorisé seulement à l'horaire défini là, à suivre, et puis ça passe. Aujourd'hui, on dit qu'il faut également amener l'éducation sexuelle à l'école. Ça pourrait contribuer à quelque chose. Sinon que les enfants s'éduquent par eux-mêmes sexuellement et donc tendent à aller découvrir par eux-mêmes. Et tout ça pourrait justifier aujourd'hui ce que nous sommes là à regretter, les actes que nous regrettons. Alors si très tôt vous prenez en main la situation, c'est que d'une certaine manière vous aurez anticipé. L'éducation sexuelle, il a commencé à la maison. L'enseignant prendra le relais à l'école parce que dans le programme d'enseignement, il y a disons, des chapitres aussi, je pense, SVT, le cours d'SVT par exemple,
il y a de ces chapitres-là destinés à la découverte du corps et tout. L'enseignant pourra mettre l'accent sur le nécessaire qu'il faut que l'enfant sache. Oui, vous avez même anticipé sur les solutions, Alexandra Djotan. Massoudou Gbadamassi, quelles sont les autres solutions envisagées pour sauver l'école et les apprenants? Puisque nous sommes en Afrique, je pense que le retour aux sources sera la solution. Même si on ne peut pas balayer de loin de la main le monde actuel, mais on ne peut pas tourner le dos complètement à nos valeurs endogènes. Vous savez que la société tout entière qui éduquait l'enfant par le passé, mais aujourd'hui, les familles monoparentales, les familles nucléaires que nous avons commencé à développer, tout ça là ne nous arrange pas. Il va falloir trouver un bon mélange, puisqu'on ne veut pas, comme il a dit, tourner d'eau complètement à ce qui est nouvelle, ce qu'on nous importe de l'extérieur, puisque nous croyons toujours que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est bien. Vous parlez tantôt de sexualité, consort. Ces trucs-là, les enfants voient ça effectivement, où deux femmes s'embrassent, où deux hommes s'embrassent, où deux hommes sont mariés, deux femmes sont mariés. Aujourd'hui, même les clips sont carrément pornographiques aujourd'hui. Vous les voyez, et n'importe quel clip, les artistes disent que c'est ça qui leur permet de vendre leurs produits. Quel que vous chantez, si les clips que vous tournez, on ne voit pas les fesses, les gens ne tournent pas les fesses, les gens ne sont pas dénudés dedans pratiquement, et que ça ne raccroche pas, les gens n'achètent pas. Et tout cela, les enfants voient ça. Il dit des clips, c'est pas que c'est un film pornographique, c'est pas que c'est une nouvelage, c'est clip simplement, c'est musique qu'on veut écouter, si c'est à la télé, les images qui les accompagnent, mais mon Dieu, si vous le voyez, vous voyez que c'est là, il n'y a qu'un petit trait qui sépare ça d'un film pornographique. Donc, j'ai dit, chez nous en Afrique ici, c'est toute la société qui éduque l'enfant. Et c'est ça qui nous a sauvés les autres et nos aînés. Mais c'est ça qui est le film aujourd'hui où vous n'avez plus le droit de toucher au cheveux d'un enfant. C'est pas vous qui le nourrissez, c'est pas vous qui l'éduquez, c'est pas vous qui le soignez. Ce n'est pas votre enfant. On vous dit, si vous supprimez un enfant qui pose un acte qui n'est pas bien, que vous voulez aider les parents à le corriger, ça peut vous tomber dessus, ou facilement vous à la police ou au tribunal. Donc, je pense que c'est l'éducation, il va falloir que nous, hommes des médias, nous initions des émissions à travers lesquelles nous allons demander aux gens que nous avons intérêt à retourner aux sources. C'est ça qui a sauvé nos parents, qui nous a sauvé les autres, qui nous a fait et ça qui pourra nous sauver. Maintenant, nous allons trouver un juste milieu, puisque comme vous l'avez dit, nous sommes dans un monde global, le monde planétaire, où le monde entier est devenu comme un village. Alors, la solution, je pense que c'est de faire cet syncrétisme entre l'éducation traditionnelle et l'éducation moderne que l'actualité du monde nous impose, malgré nous. Alors, autre sujet avant de fermer ce forum de discussion, comment faire respecter les mesures en ce qui concerne la prévention du coronavirus en zone rurale, surtout par rapport à la dénonciation des résidents de retour au pays. Face à la complexité de nos frontières, que faut-il faire pour réussir à mettre en quarantaine les Béninois de retour de l'étranger par voie terrestre, parce que le problème se pose, Massoudou Gbadamassi? Je pense que sur ce terrain-là, c'est les élus locaux qui vont vouloir vraiment mouiller le maillot. Si la seule chose que nous avons dit en tant qu'homme de médias, c'est d'inviter les compatriotes, les parents qui sont dans les villages, qui sont dans ces zones frontalières-là, de bien vouloir toucher les élus locaux par rapport à ces... Même si nos propres parents. Même si un parent, un père, une mère, un oncle, une tante qui est venue d'un pays où on sait que la maladie est déjà là-bas, la maladie fait raille là-bas,
Il faut simplement signaler pour qu'on aille vérifier. Est-ce que la personne n'est pas atteinte? Est-ce que la personne n'est pas malade? Pour qu'on puisse la prendre en charge. C'est gratuit. C'est pas, quand on dit qu'on met les gens en quarantaine, on leur donne à manger pendant les 14 jours. Et quand on fait les tests après, si c'est positif, on les prend en charge en même temps. C'est le seul moyen pour pouvoir les sauver. C'est une maladie honteuse pour dire que si on veut être positif, ça veut dire que ici, un paria de la société. Non. Et c'est pas pourquoi on s'entraide. Il y avait les gens, les intellectuels qui mentent. On ne peut pas dire la vérité, on ne peut pas dire d'autres qu'on vient, on ne peut pas dire qu'on est en contact avec quelqu'un qui est malade, pour que très tôt, les médecins puissent orienter rapidement les diagnostics pour pouvoir détecter le mal très tôt. On attend, quand on atteint le niveau, la fois du non-retour, nous sommes à la fois de la vérité et parfois c'est tout ça. Merci. Merci Massoudou Gadamassi. Alexandra Diotan, que faut-il faire par rapport à la dénonciation, parce que même ceux qui dénoncent sont pris à partie par les populations? Je pense qu'on doit s'imposer une certaine autodiscipline, parce que le mal est là et c'est réel. C'est déjà au pays, nous ne sommes plus à l'étape, disons, des importations. C'est déjà la contamination communautaire. Et on doit se prendre un peu plus au sérieux, je pense. Oui. Sinon, c'est jusqu'à nouvel ordre, des mariages se célèbrent. Vous voyez des enterrements où on y va en masse. Le baptême aussi. Et tout ça ne participe pas à la lutte contre la maladie. Au contraire, ça crée des poches favorables, disons, à une contamination collective. Et j'inviterai les uns et les autres, disons, à l'observance des gestes, dites barrières contre le Covid-19. Déjà, à l'intérieur de sa maison, veillez à ce qu'il y ait de l'eau, du savon à l'entrée, et vos visiteurs doivent prendre ce préalable-là avant d'être introduits. Et vous-même, quand vous sortez, quand vous revenez, vous lavez-vous les mains autant de fois que vous pouvez. Merci. Merci bien Alexandra Diotan pour votre participation et votre disponibilité. Merci également à Massoudou Gadamassi pour cette participation. Agréable journée à vous. Merci. Nous sommes au terme de Nassouba sur la régionale de l'ORTB. Retenez ceci, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. C'est Nelson Mandela qui le dit, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Une pensée de Nelson Mandela, bonne méditation, Jules Sobago, Herman et Didier Aena, la réalisation technique, coordination Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Retrouvez cette émission en vidéo sur YouTube en tapant Essai Nassouba. Je vous retrouve demain sur la régionale de l'ORTB à 6h30, toujours avec le même plaisir.